Tout a commencé par un matin d'apparence banale où la lumière douce du sud de la France caressait les façades des villas luxueuses de Ramatuelle. Une brise tiède se levait sur la Méditerranée et le calme semblait régner sur cette enclave huppée, prisée des célébrités. Mais derrière les grilles d'une propriété discrète appartenant à Laetitia Hallyday, un drame silencieux venait de se produire. Une intrusion violente et méthodique avait laissé les lieux méconnaissables. Ce n'était pas un simple vol, c'était un acte de destruction ciblée, une attaque psychologique. Quelques jours plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, à Pacific Palisades, un quartier huppé de Los Angeles où vivent stars et producteurs, une nouvelle affaire éclate. La résidence secondaire de Patrick Bruel a elle aussi été saccagée. Les murs étaient de couverts d'inscriptions, les souvenirs personnels lacérés, les biens précieux détruits ou jetés. Le choc fut immense. Deux figures emblématiques de la chanson française, deux lieux emblématiques de leur intimité, attaqués à quelques jours d'intervalle avec la même sauvagerie et surtout une étrange cohérence dans le choix des cibles. Les médias s'emballent, les premières hypothèses évoquent une série de cambriolages liés à une bande organisée s'attaquant aux célébrités. Mais très vite, les éléments rassemblés par les enquêteurs brisent cette théorie. Rien n'a été volé, ou du moins pas de manière significative. Les bijoux, les objets de valeur visible, ont été délibérément laissés en place. En revanche, ce sont les souvenirs les plus personnels qui ont été détruits. Chez Laetitia, les photos de Johnny Hallyday, les lettres manuscrites, les carnets intimes, tout ce qui pouvait porter une charge émotionnelle a été pris pour cible. À Los Angeles, chez Patrick Bruel, les manuscrits de ses premières chansons, des notes personnelles, des maquettes inédites ont été jetés dans la piscine ou brûlés dans la cheminée. Ce n'était pas un vol. C'était une mise en scène, un message, une forme de violence symbolique. Et surtout, un lien commençait à se dessiner entre les deux affaires. La même signature, une marque presque invisible pour le grand public, mais claire pour ceux qui savaient où regarder. Les enquêteurs français et américains entament alors une collaboration étroite via Interpol. Les premières analyses balistiques et ADN révèlent un fait troublant. L'auteur ou les auteurs ont laissé volontairement des traces. Pas de tentative de nettoyage, pas de gants utilisés dans certaines zones. Il y a même des indices qui semblent avoir été déposés intentionnellement, comme s'ils devaient mener à quelque chose ou à quelqu'un. Une forme d'orgueil criminel, une volonté d'être reconnu, de revendiquer la destruction comme une œuvre. Le choc émotionnel est considérable. Pour Laetitia Hallyday, encore fragilisée par les nombreuses polémiques liées à l'héritage de Johnny, c'est une agression morale de plus. Elle se confie dans un cercle restreint, évoquant une sensation de profanation. Pour Patrick Bruel, cette intrusion remet en cause son rapport à l'intimité, lui qui a toujours gardé une frontière nette entre sa vie publique et privée. Il refuse d'abord de s'exprimer dans les médias, mais laisse entendre à ses proches que cet acte a visé l'homme derrière l'artiste, l'adolescent qu'il était quand il écrivait ses premières mélodies. Ce double événement, à la fois mystérieux et terriblement personnel, soulève une vague de solidarité dans le monde artistique. Les célébrités prennent la parole, dénoncent la fragilité de leur sécurité, l'exposition constante à des inconnus obsédés, haineux ou dérangés. Certains y voient le symptôme d'une société où les figures publiques se sont perçues non plus comme des êtres humains, mais comme des cibles émotionnelles ou politiques. Dans le secret des commissariats et des laboratoires, les techniciens poursuivent leurs analyses. Les premières images de vidéosurveillance, floues, suggèrent un homme seul, vêtu de noir, visage partiellement dissimulé, opérant avec calme et précision. Il semble connaître les lieux. Il agit sans bruit, sans casse superflue. Il choisit ce qu'il détruit. Il sait ce qu'il cherche à blesser. Alors que les victimes tentent de panser les plaies invisibles, les forces de l'ordre s'engagent dans une traque méticuleuse, convaincues qu'elles ne sont pas face à un voleur ordinaire, mais à un esprit obsédé, peut-être ancien proche, peut-être fan rejeté, peut-être quelqu'un de l'ombre qui a nourri sa haine pendant des années. L'enquête se resserre. À mesure que les laboratoires croisent les données, une série de coïncidences troublantes se transforme en certitudes accablantes. Les deux scènes de crime, bien que distantes de plusieurs milliers de kilomètres, portent les mêmes marques, la même rigueur dans l'exécution, la même précision dans le choix des objets détruits. Ce n'est plus une intuition, c'est un schéma répétitif. Le premier élément décisif vient d'un fragment d'ADN retrouvé sur une photo brisée chez Patrick Bruel. Cet échantillon, comparé aux bases de données judiciaires européennes, livre un nom, Thierry M., né en 1970, de nationalité française, connu des services de police pour des antécédents d'escroquerie, de harcèlement professionnel et de menaces contre personnalités publiques. Mais c'est en creusant dans son passé que les enquêteurs découvrent l'ampleur de l'affaire. Thierry M. n'est pas un inconnu. Il a évolué,
à la fin des années 1990 et au début des années 2000 dans les coulisses du monde du spectacle. Régisseur technique, homme de l'ombre, il a collaboré avec plusieurs maisons de production qui travaillaient étroitement avec Johnny Hallyday et Patrick Bruel. Il n'était ni leur ami, ni leur confident, mais il circulait dans les coulisses, connaissait les équipes, les habitudes, les détails de la logistique privée. Et surtout, il nourrissait une rancune silencieuse. Dans un rapport de 2004, il est mentionné pour la première fois dans une plainte déposée par un producteur indépendant qui l'accuse d'avoir tenté de vendre du matériel volé à une société concurrente. À l'époque, l'affaire est classée sans suite, faute de preuves. Mais Thierry M perd son poste, exclu du réseau professionnel, il entame alors une lente descente aux enfers. Isolement, instabilité psychologique, petit boulot précaire, puis enfin rupture totale avec le monde artistique. Certains témoins affirment l'avoir vu se radicaliser, devenir méfiant, amer, obsédé par ceux qui l'accusent d'avoir bousillé sa carrière. Selon un ancien collègue interrogé par la PJ, Thierry n'a jamais digéré son exclusion. Il disait que c'était les gros poissons qui avaient tout orchestré. Il parlait de vengeance, mais on pensait que c'était du bluff. Pour les enquêteurs, il ne fait plus aucun doute que cet homme a nourri pendant 2 décennies une haine toxique qu'il a canalisée, cultivée, jusqu'à la faire mûrir comme un projet. Il aurait minutieusement étudié les vies de ses cibles, collecté des informations sur leurs résidences, leurs proches, leurs habitudes. Plusieurs carnets retrouvés lors d'une perquisition dans un box de stockage à Lyon vont bouleverser l'enquête. Ils contiennent des plans détaillés, des croquis des intérieurs, des horaires précis de déplacement, des listes d'objets à détruire. Les notes montrent une volonté de désacraliser. Il ne s'agit pas seulement de détruire des biens matériels, mais de détruire une légende, d'effacer symboliquement ce que ces stars incarnent. La réussite, l'élégance, l'amour du public. Thierry M voulait frapper là où ça fait mal. Dans la mémoire, dans les racines émotionnelles, dans l'héritage. Un détail dérange encore plus les enquêteurs. Certains documents retrouvés montrent que d'autres personnalités étaient aussi visées. Des artistes de la même génération, des animateurs télé, des anciens producteurs. Une liste noire, classée par degré d'importance, avec en haut les noms de Laetitia Hallyday et Patrick Bruel. Comme si l'homme avait hiérarchisé sa vengeance. Un projet au long cours, une guerre privée contre ceux qu'il considérait comme les architectes de sa chute. Le procureur adjoint en charge du dossier parle d'un cas d'obsession extrême, une forme de vendetta contemporaine nourrie par un délire de persécution. Les psychiatres, eux, sont plus prudents. Ils évoquent un homme intelligent, lucide, structuré, capable de mener une double vie. Aux voisins de son immeuble, Thierry M apparaissait comme discret, poli, parfois solitaire, mais jamais agressif. Il passait pour un ancien musicien reconverti, vivant modestement entre RSA et petits travaux d'électronique. Pourtant, derrière cette façade, l'homme préparait une opération de démolition symbolique, une manière de signer son retour dans le monde qu'il pensait l'avoir oublié. Un retour qui allait coûter très cher. Le procès de Thierry M s'est ouvert sous haute tension. Dès l'aube, le palais de justice de Paris est encerclé par les forces de l'ordre, les journalistes se pressent aux grilles, les micros brandis comme des armes pour saisir la moindre déclaration. L'affaire dépasse les faits divers. Elle touche au cœur de la mémoire collective française, car les victimes ne sont pas n'importe qui. Patrick Bruel et Laetitia Hallyday incarnent chacun à leur manière une part de l'âme populaire. Leur douleur est devenue nationale. Dès le premier jour, le silence lourd de la salle d'audience donne le ton. Thierry M est introduit menotté, sous escorte dans un box de verre. L'homme vêtu simplement garde les yeux rivés au sol. Il refuse de croiser le regard des victimes. Pas un mot, pas une expression de regret. Le président de la cour, solennel, ouvre les débats. Vous êtes accusé de dégradation volontaire de biens privés, de violation de domicile, de harcèlement moral par mise en scène symbolique et d'intimidation psychologique avec préméditation. Reconnaissez-vous les faits ? Après quelques secondes de silence, la voix de l'accusé résonne enfin. Oui, et je les revendique. La salle retient son souffle. Le témoignage de Laetitia Hallyday est déchirant. Elle évoque d'abord le choc visuel, l'odeur de brûlé, les murs maculés, les objets chers disparus. Mais c'est en parlant de Johnny que l'émotion la submerge. Elle raconte avoir retrouvé un vieux disque d'or de son mari, fondu au chalumeau, laissé au centre du salon, comme une provocation. Ce n'était pas juste un cambriolage, c'était une exécution symbolique. Il a tué nos souvenirs. Patrick Bruel s'avance à la barre avec retenue. Son témoignage est plus froid, plus technique, mais non moins poignant. Il décrit le sentiment de viol, l'idée que quelqu'un ait pu pénétrer son intimité, fouiller ses tiroirs, profaner ses lettres personnelles. Il ne m'a pas volé. Il a voulu m'effacer. Le parquet déroule alors les éléments accablants réunis par les enquêteurs. Carnets, plans, vidéos de repérage, captures d'écran de réseaux sociaux où Thierry M suivait obsessionnellement ses cibles.
L'un des carnets, daté de 2016, contient la phrase suivante, mise en exergue « Un jour, je leur rendrai ce qu'ils m'ont pris ». Le public découvre peu à peu l'ampleur de l'obsession, et surtout la méthode clinique de l'accusé. Il ne s'agit pas d'un accès de rage isolé, mais d'un projet mûri sur plusieurs années, nourri par un désir froid de revanche. L'expertise psychiatrique conclut à une structure de personnalité paranoïaque mais insiste sur la pleine conscience de ses actes. Lors de son audition, Thierry M. reste glacial. Il parle de justice poétique, affirme que le monde du spectacle est un système de caste, qu'on l'a sacrifié au profit des puissants. Il nie toute jalousie. Je ne les ai pas haïs, je les ai rééquilibrés. Le président l'interroge. Pourquoi eux? Pourquoi Bruel et Hallyday? La réponse tombe, brutale, parce qu'ils symbolisent la trahison, parce qu'ils ont été mes modèles avant de devenir mes bourreaux. Ce moment marque un tournant dans le procès. L'émotion laisse place à la sidération. Les jurés comprennent qu'ils font face à un homme rongé par la dévotion brisée, un fan devenu juge et bourreau, incapable de supporter sa propre insignifiance dans le miroir du succès des autres. Pendant 5 jours, la justice démonte pièce par pièce le mécanisme du passage à l'acte. Des témoins défilent, anciens collègues, voisins, spécialistes de la sécurité, experts numériques. Tous dressent le portrait d'un homme double, discret et poli en surface, mais habité par un volcan intérieur prêt à exploser depuis longtemps. Les avocats de la défense tentent de plaider la souffrance psychique, l'abandon social, la précarité. Mais rien n'efface la volonté destructrice ni la précision terrifiante de ses gestes. Le ministère public, dans un réquisitoire implacable, réclame la peine maximale, arguant du risque de récidive, de l'absence de remords et de la dimension traumatique des actes commis. À la fin de la semaine, le verdict tombe. Mais cela, c'est une autre histoire. Le 8e jour d'audience, la salle est comble, l'attente est insoutenable. Les caméras de télévision, interdites à l'intérieur, saturent le parvis du palais de justice, tandis que sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes suivent minute par minute les comptes rendus des journalistes. L'affaire est devenue un symbole. Jusqu'où peut aller l'obsession d'un homme détruit par son ressentiment? Lorsque les jurés reviennent après plusieurs heures de délibération, le silence tombe. Chacun retient son souffle. Thierry M. est debout dans le box, impassible. Il n'a pas montré d'émotion durant tout le procès et il ne compte pas changer à ce moment crucial. Son regard est fixe, presque défiant. Face à lui, Patrick Bruel et Laetitia Hallyday, côte à côte, mains crispées, attendent la fin d'un cauchemar. Le président de la Cour lit le verdict d'une voix ferme. Reconnu coupable des faits de dégradation volontaire aggravée, violation de domicile, harcèlement moral et préméditation, Thierry M. est condamné à 45 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Un murmure parcourt la salle, vite étouffé par l'annonce solennelle. Cette condamnation est l'une des plus lourdes jamais prononcées pour ce type d'actes en France. Elle dépasse le cadre habituel du vandalisme ou de la violation de domicile. Elle traduit la gravité symbolique de l'affaire et la dangerosité du profil. Dans son réquisitoire final, le procureur avait insisté « Ce n'est pas un simple saccage, c'est une entreprise de destruction psychologique, une volonté d'atteindre des symboles nationaux dans ce qu'ils ont de plus intime. Si nous laissons un tel acte impuni, demain d'autres passeront de la haine virtuelle à l'action concrète. Le message de la justice est clair, aucune obsession, aucune frustration ne justifie l'anéantissement de la vie privée des autres. La réaction des victimes est immédiate. À la sortie de l'audience, Laetitia Hallyday, visiblement émue, déclare devant la presse « La justice a reconnu notre douleur. Rien ne me rendra les souvenirs détruits, mais au moins, il ne pourra plus recommencer. » Patrick Bruel, lui, s'exprime avec gravité. « Ce n'est pas une victoire, c'est une protection. Je ne me réjouis pas de voir un homme enfermé si longtemps, mais je sais qu'il était prêt à aller encore plus loin. » Le verdict provoque un débat intense dans l'opinion publique. Certains saluent une peine exemplaire, à la hauteur du traumatisme infligé. D'autres s'interrogent, Thierry M. n'est-il pas aussi le produit d'un système qui laisse des individus fragiles sombrer dans l'isolement et la rancune? Les éditorialistes oscillent entre la nécessité de protéger les personnalités exposées et la responsabilité collective d'une société qui fabrique ses propres exclus. Au-delà du débat, le procès met en lumière un phénomène préoccupant, l'obsession des fans déçus ou rejetés, qui dans certains cas se transforme en haine. Le sociologue Jean-Pierre Day résume « Nous vivons dans une époque où les célébrités sont perçues comme accessibles, où chaque publication sur les réseaux sociaux renforce une illusion de proximité. Mais cette proximité nourrit parfois des frustrations extrêmes. L'affaire Thierry M. en est une caricature tragique. Dans les jours qui suivent de la condamnation, les médias relaient également le témoignage d'autres artistes ayant reçu par le passé des menaces anonymes ou ayant été victimes de stalkers. La peur n'est pas nouvelle, mais cette fois, elle prend un visage, un nom, une condamnation. Pour Thierry M., l'histoire s'achève derrière les barreaux.
Ses avocats annoncent qu'ils envisagent un appel, mais peu d'observateurs y croient. La peine est si lourde, si symbolique, qu'elle semble définitive. L'homme est transféré dans un centre pénitentiaire de haute sécurité, où il entame une vie de réclusion qui pourrait ne jamais connaître de libération anticipée. Mais pour Bruel et Laetitia, le procès n'est pas une fin. Il ouvre au contraire une nouvelle étape, celle de la reconstruction. Car s'il ajuste, le procès est terminé. Le public s'est dispersé, les caméras ont quitté les grilles du tribunal et les gros titres ont été remplacés par d'autres drames, d'autres affaires. Mais pour Laetitia Hallyday et Patrick Bruel, le choc demeure intime, profond, presque impossible à partager. Car quand les lumières médiatiques s'éteignent, il reste le silence des maisons à reconstruire, les objets à remplacer, les souvenirs à réinventer. Dans les semaines qui suivent la condamnation de Thierry M., Laetitia retourne enfin dans sa propriété de Pacific Palisades, encore imprégnée d'une odeur persistante de suie et de silence. Les lieux ont été nettoyés, repeints, désinfectés. Mais ce n'est pas la matière qu'il faut réparer, c'est la mémoire. Dans un geste à la fois courageux et bouleversant, elle décide de faire restaurer les objets endommagés, même ceux irréparables, en conservant volontairement leurs cicatrices visibles. Une photo de Johnny partiellement brûlée est désormais encadrée dans le salon, avec en bas une inscription manuscrite « Rien ne s'efface jamais vraiment ». Elle refuse que ce traumatisme devienne un tabou. Bien au contraire. Dans une interview télévisée sobre et puissante, elle déclare « Ce que j'ai vécu n'est pas seulement une intrusion dans une maison, c'est une intrusion dans le cœur. Et ce cœur, je l'expose pour montrer qu'il bat encore. » Dans la foulée, elle lance une fondation baptisée « Mémoires Invincibles », destinée à soutenir psychologiquement les artistes, journalistes ou influenceurs victimes de harcèlement obsessionnel ou d'agressions symboliques. La fondation prévoit également de financer des dispositifs de sécurité renforcés, mais aussi des programmes de prévention à destination des fans souffrant de troubles psychiques. Patrick Bruel choisit une voie plus discrète mais tout aussi significative, l'art comme résilience. Dès les premiers mois de 2026, il retourne en studio. Le projet d'un nouvel album, repoussé à cause de l'affaire, reprend vie. Le titre, Se relever. Un disque intime, épuré, piano-voix pour la plupart, où il parle de perte, de colère contenue, de lumière retrouvée. Dans un morceau particulièrement poignant intitulé « La chambre vide », il évoque cette sensation d'être dépouillé de son histoire, mais aussi la force de l'amour qui restaure. Lors d'une émission spéciale, il partage ce moment douloureux avec pudeur. « J'ai compris que les murs ne sont pas l'essentiel. Ce qu'on me volait, ce qu'on voulait m'arracher, c'était la mémoire. Alors j'ai décidé d'en faire de la musique. » Au-delà de leurs parcours individuels, l'affaire relance un débat brûlant. Comment protéger les figures publiques dans une société hyper connectée ? Le ministère de la Culture convoque un comité spécial composé de magistrats, psychologues, agents de sécurité et représentants d'artistes. Leur mission ? Élaborer des protocoles d'alerte rapide, créer un statut juridique pour les victimes de harcèlement obsessionnel et renforcer la surveillance numérique. Car derrière l'affaire Thierry M, il y a des centaines d'histoires non médiatisées. Artistes menacés, journalistes traqués, comédiens harcelés par des admirateurs devenus persécuteurs. Un phénomène en hausse, accentué par la porosité entre vie publique et privée et par l'accès permanent qu'offrent les réseaux sociaux. Certains dénoncent même une forme de complaisance de l'industrie du divertissement, qui monétise la proximité avec les stars tout en négligeant les risques pour leur sécurité. Des agents de sécurité parlent de budgets en baisse, de systèmes obsolètes, d'un personnel insuffisant. L'affaire agit alors comme un électrochoc salutaire. Mais au-delà des débats, c'est une leçon humaine qui émerge. Une prise de conscience collective sur les limites de l'admiration, sur le droit à l'intimité et sur le coût réel du succès. Pour Laetitia et Patrick, la blessure ne se refermera jamais tout à fait. Mais ils ont choisi de ne pas laisser la haine dicter la suite de leur histoire. Ils n'ont pas répondu par la colère, ni par le silence, mais par l'action, l'art et la parole libre. Ils ont perdu des objets, des symboles, des morceaux de leur vie. Mais en retour, ils ont gagné une force nouvelle. Et surtout, ils ont montré au monde entier que ce qui est brisé peut toujours être relevé. Différemment peut-être, mais plus fort. 5.